Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que la semaine dernière, je vous ai annoncé que j'allais faire une FAQ sur la chaîne, et donc si vous voulez encore poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter, n'hésitez pas, il est encore temps, je pense que la vidéo sera faite pour la semaine prochaine, si tout se passe bien. Merci à vous, et maintenant on se concentre sur la vidéo du jour, qui est la partie 2 de Aide au Japon. Après une préparation, ici, en France, que je vous épargne car un peu longue et pas vraiment le sujet de la vidéo, nous voilà en partance pour réaliser mon rêve. Un rêve d'adolescent qui, au vu de mon âge, est peut-être même le rêve d'une vie. Aller découvrir le Japon de mes propres yeux. Notre voyage est prévu pour 3 semaines. Nous passerons d'abord sur Tokyo, la capitale, puis un road trip en voiture où nous visiterons de nombreuses villes pour ensuite faire une halte à Kyoto, l'ancienne capitale, et pour finir notre périple, nous retournerons à Tokyo. Nous sommes arrivés un mardi, en début de soirée, et nous avons pu rejoindre notre hôtel sans encombre, et même profiter de notre première soirée dans cette mégapole. Nous avons choisi de loger dans un hôtel à Ueno, qui est un quartier situé dans le nord-est de Tokyo, qui regroupe plusieurs attraits, que ce soit le prix, l'accès au transport et le calme. Le soir même, nous sommes allés découvrir le quartier. Nous avons été vraiment émerveillés par tout ce qu'on a vu. Le moindre bout de trottoir a eu droit à sa photo. C'est un quartier pittoresque où j'avais presque l'impression d'être comme dans un rêve. Il se peut aussi que ce soit sûrement parce que nous étions très fatigués et en manque de sommeil. Les ruelles étaient agréables, il était agréable vraiment de déambuler dedans, de nombreux lieux où manger, une ambiance plutôt vide quartier, animé, très agréable, mais bien loin de ce que je peux connaître ici. Et j'imaginais pas obligatoirement une première fois à Tokyo comme ça. On a mangé par exemple un taiyaki. C'est une sorte de gâteau en forme de poisson, fourré à la pâte de haricots rouges sucrés. C'était vraiment très très bon. C'était le seul repas qu'on a fait de la soirée. Honnêtement, je me souviens même plus du goût, j'étais tellement épuisé. Et puis sur le chemin du retour, on est passé par un combini. Alors les combini, c'est vraiment quelque chose, il faut que je vous en parle. Il y en a à peu près 60 000 au Japon. Les combini, c'est des petites supérettes qui sont vraiment superbes, c'est propre, c'est bien fourni. Ça nous a été d'une grande aide tout au long du voyage, c'est comme des petits checkpoints. Si tu as besoin de quoi que ce soit là-bas, de la chemise à la nourriture, tout ce que tu veux, magazine de prépublication, vraiment. Il y a même des ATM, donc des distributeurs de billets, vraiment, il y a de tout là-bas. Le lendemain, notre premier matin, notre premier réveil à Tokyo, c'était vraiment le jour où j'ai réalisé où on était. 5h du matin, réveil, 5h30, prêt. Qu'est-ce qu'il y a à faire à 5h30 à Tokyo? J'avais plus envie de dormir, j'avais envie de découvrir le monde. On est repassé au combini, on a pris un melon pan, c'est une brioche, plus un coca à la pomme, qui était super bon, et direction le parc du quartier, qui est le parc de Ueno. Le parc de Ueno, j'ai vraiment adoré. Alors vous allez me dire, t'as un peu aimé tout ce que tu as vu. C'est vrai que c'est pas faux. Encore une fois, j'ai vu des véhicules qui me semblaient être tellement atypiques, comme celui-là par exemple, les plaques d'égout en fonction du quartier sont différentes. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de choses, voire quasiment tout merveilleux. Je suis pas du genre à aimer les balades, mais pourtant, là, en ville, il y avait un sentiment de sérénité, de sécurité. Pas besoin de regarder où on marche pour éviter les crottes de chiens. Pas d'irrespect ambiant, pas d'ordures au sol. On sent que les gens vivent leur vie, mais dans le respect des règles. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ça. Dans le parc de Ueno, on a vu le quotidien des Japonais qui se lèvent tôt. Que ce soit les anciens qui font leur sport matinal, les jeunes en uniforme qui vont à l'école, que ce soit collégiens ou lycéens, ou même des salarymen qui passaient par là. Ça donnait une sorte de balai étrange et en même temps fascinant. Le parc de Ueno est vraiment immense. Et on a compris, malheureusement après, qu'on en a manqué presque la moitié. Pourtant, à l'intérieur, on a visité, donc c'est le Ueno Toshogu Peony Garden. C'est un sublime jardin, avec des fleurs, des mousses. L'entrée est payante, mais honnêtement, alors
tout ce qui est activité annexe, entrée, etc., c'est très souvent payant. Mais c'était vraiment, vraiment sublime. Il y a des fleurs, on était presque à l'automne, il y avait des fleurs qui montaient à plus de 2 mètres, c'était vraiment un endroit que j'ai beaucoup aimé. Pourtant, je ne suis pas particulièrement intéressé par le sujet. Les jardiniers étaient en train d'enlever des sortes d'ombrelles qui protégeaient les fleurs pour la nuit. J'ai trouvé ça... on a aussi vu le Hanazono Inari Jinja, c'est un site Shinto, avec un sentier sous lequel on passe aux plusieurs tori. Donc les tori, c'est des portes rouges en général. Et à la fin de ce petit chemin, franchement, on avait l'impression de changer de monde. On arrivait sur un petit temple, sur le côté droit. C'était vraiment... le matin à 6h, 6h30, c'était... on se serait cru presque dans une autre dimension. C'était vraiment... Nous avons également vu, dans le parc de Ueno, le Ueno Toshogu. C'est un temple qui est doré. Il est sublime, extrêmement beau. On peut payer pour rentrer dans l'enceinte et en faire le tour. Mais, alors, outre le temple qui est vraiment, vraiment très très beau, j'ai trouvé sublime également le chemin pour y aller. Il y a sur le côté plein de lanternes en pierre qui doivent être centenaires. C'est vraiment... Ouais, je comprends ce côté religieux qu'ont les Japonais. En tout cas, quand tu vis tout ça, si tu y crois un peu et que tu te mets dans le délire, je veux dire, attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis. Je peux comprendre que ce soit quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Toujours à Tokyo, on a fait plusieurs parcs. Nous avons visité le Koishikawa Karukoen, qui est du côté du Tokyo Dome. Un parc plutôt petit, mais vraiment très charmant. J'ai aussi beaucoup aimé le Shinjuku Gion Park. Excusez la prononciation. On y est allé en fin de journée, et c'était vraiment très agréable. On venait d'ailleurs juste avant de manger, et je suis resté assis sur un banc à regarder un paysage pendant un bon quart d'heure. Encore une fois, je réalisais où j'étais, et c'est vraiment, je sais pas, moi ça m'a touché en tout cas. Pour finir, au niveau de la verdure à Tokyo, on est allé visiter le jardin est du palais de l'empereur. Une déception. Déjà parce qu'on ne peut pas accéder à tous les jardins, il n'y a uniquement que ce jardin de disponible à la visite comme ça à la volée. Chose intéressante, oui, un petit peu de vieille pierre, c'est-à-dire la porte d'entrée au jardin est d'époque. Ils ont gardé un bâtiment à l'intérieur, un bâtiment de garde, si je ne dis pas de bêtises. Mais le jardin en lui-même était assez basique. Je ne l'ai pas trouvé fabuleux. Et j'étais vraiment déçu qu'on puisse pas en visiter plus. Apparemment, je crois que le jardin un peu plus important est ouvert certains jours dans l'année, mais vraiment très très peu de jours. Donc, pour moi, le jardin de l'empereur, une déception. Par contre, pour y aller, ce qui était très intéressant, c'était la gare de Tokyo, qui est vraiment un endroit déjà qui est assez beau et impressionnant. Et dès qu'on en sort, on a l'impression d'être dans une ville américaine, avec des gratte-ciel, des bâtiments en briques. On n'a plus du tout l'impression d'être à Tokyo. Et puis on s'éloigne de quelques centaines de mètres à pied, à peine, et d'un coup, plus rien. De grandes étendues, sans rien du tout à l'horizon, et puis on arrive un petit peu plus loin, où on voit des vieux murs, des douves. C'est vrai que le contraste est saisissant, et des jardins de l'empereur, du jardin est, quand on est dedans, on peut s'asseoir sur un banc, et donc voir ces gratte-ciel. C'est très étrange, ce sentiment où on a l'impression d'être au Japon, mais qu'on regarde l'Amérique. C'est vraiment, vraiment particulier. À Tokyo, nous sommes aussi allés à Shibuya, voir la statue du chien Hachiko. Je trouve cette histoire vraiment fabuleuse. Je vous la raconte très vite pour pas... Mais en gros, c'est l'histoire d'un universitaire qui allait tous les jours à la gare, cette gare-là, avec son chien, et le chien attendait toute la journée. Un jour, le propriétaire du chien est décédé sur son lieu de travail, et le chien l'a attendu. Il est reparti, il revenait. Et tous les jours, il est revenu attendre son maître jusqu'à sa mort. Il a vécu quelques années. C'est un signe de fidélité là-bas, c'est un lieu à visiter. Et à Shibuya, en plus de la statue d'Hachiko, il y a également le grand carrefour. C'est un carrefour qui, honnêtement, quand on y est, n'est pas si grand. Mais c'est un des endroits les plus empruntés au monde. Je ne me risquerai pas à vous donner des chiffres, on en trouve plusieurs sur internet, mais c'est vrai que on l'a fait 2 jours et 2 nuits à ces 2 salles de ambiance. Je peux comprendre que, en fonction de votre taille, si vous êtes dans la moyenne,
vous allez être noyé dans la masse, ça peut être un petit peu particulier, mais honnêtement, c'est quelque chose à vivre. C'est très étonnant, c'est comme un ballet, encore une fois, il n'y a pas de... Certains pourraient y voir quelque chose de chaotique, mais pas du tout. Tout est très bien organisé, tout est respecté, c'est vraiment impressionnant. Un autre endroit qui m'a beaucoup plu à Tokyo, c'est le Teamlab Planet sur l'île artificielle d'Odaiba. Là-bas, c'est un endroit réservé, enfin, qui va parler à vos sens. C'est un enchaînement de plusieurs salles. Alors par exemple, je vais vous raconter moi les deux qui m'ont le plus plu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris des photos et des vidéos, mais très honnêtement, ça ne rend pas bien. Quand vous arrivez là-bas, vous enlevez vos chaussures, et vous allez marcher dans un couloir en pente, avec un revêtement assez particulier. Déjà, ça c'est un petit peu étrange, on n'a pas l'habitude de marcher sur différents revêtements ou textures. Puis, on va passer par une sorte de petite cascade d'eau qui va nous nettoyer les pieds. Et ensuite, première salle, une de mes salles préférées. Faut imaginer une salle peut-être qui doit faire, allez, 15 mètres, 20 mètres de long. Le sol et les murs sont entièrement en mousse. Mais en mousse, comme vous imaginez un pouf géant, une salle en pouf géant. Donc en fait, quand on y rentre, on rentre dans le sol jusqu'à un peu plus allez, on va dire, genou, jusqu'au genou. Et c'est vrai que le fait d'avancer dedans, c'est difficile. Donc au final, il n'y a qu'une seule sortie, on commence à y aller. Là, vous avez le choix. Vous voulez y aller vite, et c'est fatigant. Prendre le temps de vous reposer, de rester et d'être enveloppé par le sol, ou alors y aller à votre rythme. Et j'ai trouvé que c'était à la fois poétique, et peut-être un petit peu aussi une allégorie de la vie. On peut y arriver vite à la fin. Y arriver à son rythme. J'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment, après quelques mètres, parce que c'est vraiment fatigant, parce que un petit peu comme dans des sables mouvants, je me suis allongé, je me suis posé, j'ai regardé le plafond et j'étais bien. Une sorte de... Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, une sorte de deuxième naissance. Il y a une autre salle aussi, qui est très montrée par tout ce qui est Instagram, etc. Vous imaginez une salle, je ne sais vraiment pas combien de mesures, mais le sol, c'est des vitres. Attention pour les filles aux robes, on voit, c'est un miroir. Quand je dis vitre, c'est miroir, pardon. Donc le sol est un miroir, les murs sont des miroirs, les plafonds sont des miroirs. Et il y a accroché au plafond des bandeaux LED qui sont tous synchronisés, et il y a plein de lumières qui défilent plus ou moins vite, avec en plus une musique un peu zen. On a l'impression d'être dans un labyrinthe de lumière. C'est, encore une fois, déstabilisant, mais extrêmement intéressant. Et on a dû y rester, je pense, 20 minutes dans cette pièce, facilement. Ouais, on a l'impression d'être tout petit au milieu de l'univers. C'est vraiment Teamlab Planet. Vraiment, n'hésitez pas. Nous avons visité le sanctuaire Asakusa. On y trouve un temple bouddhiste, le temple le plus vieux de Tokyo, qui est vraiment très impressionnant, c'est le Senjoji. Il y a une allée avec plein de petites baraques sur le côté, un très grand et imposant, je pense que c'est un torii, d'autres un torii, et derrière le temple. Honnêtement, un endroit à faire à Tokyo, c'est vraiment un très bel endroit. Je me dis maintenant qu'on aurait peut-être dû rester un petit peu plus pour mieux profiter de l'ambiance, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde d'habitude, et c'était assez intéressant. Il y a des jardins un petit peu autour qu'on a fait, et non loin de là, on est allé manger des melon pan, donc c'est une sorte de brioche, l'endroit où on dit que c'est les meilleurs melon pan de Tokyo. On a trouvé ça bon, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en goûte d'autres pour pouvoir comparer. Pour moi en tout cas, très très bon. Toujours pour rester dans la nourriture, on est allé au restaurant de burger Chatty Chatty. Certains disent que c'est le meilleur burger du Japon. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était délicieux. J'ai trouvé que alors l'intérieur c'était très cool. Un endroit qui est fréquenté par beaucoup de Français, puisque Tev, d'ici Japon, en a fait des éloges, et honnêtement, il a raison. Tout est question de point de vue, mais c'est un très bon endroit, j'y ai très bien mangé. J'ai trouvé ça fabuleux, parce que les cuisiniers, sur le côté, c'est juste pour montrer le détail, ils avaient 2 bacs de salade. De la salade, donc le cœur, blanc, enfin le milieu, blanc, et découper le milieu plutôt vert, enfin, le côté plutôt vert de la feuille. Et en fait, quand ils faisaient le burger, ils prenaient le morceau blanc, ils
il le découpait en carrés, il le pliait, il le posait sur le burger, il prend la feuille verte, il la plie, il la fait en carré, il la pose, il regarde que ça dépasse pas. Super bon. Et le steak, alors, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai pas l'impression que c'est du steak haché. J'ai l'impression que c'était des morceaux de bœuf découpés finement, tout ça mis dans de la crépine de porc, vraisemblablement. C'était super bon, des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé, et pourtant j'en ai mangé, croyez-moi. Nous avons aussi mangé un okonomiyaki. Ce plat est composé d'une pâte qui enrobe un nombre d'ingrédients très variables, découpés en plusieurs morceaux. Le tout étant cuit sur une plaque chauffante. Le goût était au rendez-vous, et l'ambiance du restaurant était fabuleuse. Une sorte de petit boui-boui situé sous les rails du métro, dans une petite ruelle pleine de vie, pas bondée, mais un endroit étrangement calme. La nourriture est cuite sur une plaque devant nous, et c'était, oui, encore une fois, c'était des saveurs particulières, c'était très très bon, et puis toute la préparation, ça fait un petit peu rituel, c'était vraiment au top, et j'ai adoré. Sur le côté gauche, donc il y avait un premier couple et un deuxième couple. Sur la droite, on avait un couple avec une très jeune fille, enfin très jeune, 18 ans, mais elle faisait jeune, enfin 18 ans à peu près cet âge-là, hein, et un monsieur plus âgé en face, et elle se tenait très mal sur sa chaise, japonaise vraisemblablement, elle avait un pied sur le siège, sur le banc, elle jouait à son téléphone, d'une jeune japonaise un peu high-tech, un peu... Voilà, et vraiment, donc, dos à dos, l'autre couple, plus âgé, une femme japonaise d'un âge certain, peut-être une cinquantaine d'années, très bien habillée, et elle mangeait avec une classe et un raffinement. Alors, c'est très rigolo parce qu'on a regardé un petit peu avec ma femme, c'était génial de voir la différence entre les deux, comme s'il y avait un mur ou un miroir entre les deux, et on a été vraiment très très impressionnés par cette dame qu'on a appelée la dame très classe. Cette dame-là, en termes de classe, elle doit avoir 20 sur 20. Et comme je vous dis, c'était génial de voir, d'un côté, la jeunesse un peu qui fait pas attention, dépravée, et de l'autre, le côté peut-être un peu plus traditionnel. C'était génial, vraiment. Sans nous en rendre compte, 3 jours étaient passés. Nous avions prévu un samedi qui me tenait vraiment à cœur. J'avais réservé un vélo pour moi, un vélo pour mon épouse, et un guide japonais, mais qui est francophone. Et on partait pour 4 heures de vélo, tranquillement, vélo électrique, à travers Tokyo, pour en visiter les moindres recoins, et manger un petit peu dans des endroits peut-être qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes. Mais ça a été annulé. Annulé car il y a eu un tremblement de terre. Mais surtout, Agibis est passé par le Japon ce jour-là. Agibis est un super typhon qui est arrivé sur les côtes sud, non loin de Tokyo, et qui a fait à peu près 80 morts au Japon. De notre côté, aucun souci. Nous sommes restés la journée complète à l'hôtel, car il était très fortement déconseillé de sortir. Nous en avons profité pour nous reposer, et de notre point de vue, nous n'avons vu qu'une grosse tempête. L'hôtel étant au nord-est de Tokyo, on n'a pas vraiment ressenti plus que ça. Le tremblement de terre a eu lieu une petite demi-heure avant. On était encore une fois fatigués, on a fait une petite sieste et on ne l'a pas ressenti. Le dimanche, donc le lendemain, j'ai récupéré la voiture de location, planning de la journée, voir le mont Fuji et dormir à Matsumoto, une ville qui est à environ 2h30 de Tokyo. J'étais content et rassuré qu'on puisse prendre la voiture, malgré le typhon le jour d'avant. Après 2 heures de route, nous sommes arrivés à une conclusion. La conclusion est que toutes les routes pour aller au Fujisan sont fermées. On a donc décidé d'aller directement à Matsumoto. Je vous avais dit que les routes étaient toutes fermées ? C'était extrêmement compliqué. Nous avons cherché une route praticable, et c'était quasiment mission impossible. Toutes les autoroutes étaient fermées. On a rencontré quelques personnes qui bloquaient les entrées. Leur anglais était compliqué, notre japonais est inexistant. On comprenait juste qu'il fallait essayer de trouver une autre route. Après plusieurs heures de tentatives, pour essayer de passer à travers les montagnes, on a compris qu'il fallait qu'on retourne vers Tokyo et qu'on fasse vraiment le tour de la montagne qui est à l'ouest de Tokyo.
on a fini par arriver la nuit tombante sur un petit sentier forestier. Une vieille barrière était levée, donc je me suis lancé sur une route dont le sol était jonché de bois. On n'était clairement pas rassurés, on était fatigués, un peu à bout de nerfs. Et soudain, au milieu de la lumière des phares, je vois quelque chose. Je ralentis, je roulais vraiment pas vite, et je vois un renard. Donc un renard qui est de dos à nous, qui se retourne en mode « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Comme un beau gosse. Hein. Je crois que le renard, il doit poser... ça doit être un modèle photo, c'est pas possible. Il se retourne, il me regarde. Il reste peut-être 3-4 secondes. Il re-regarde devant. Et il avance tranquillement, en mode « C'est la route à ma mère. » Comme un prince. C'était la forêt au renard. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais ça m'a redonné une certaine dose de réconfort. Je me suis dit, il nous montre le chemin. Et ben, finalement, arrivé à la fin de cette route, ça nous a permis de passer un col, une montagne. Enfin, et ça nous a permis d'arriver à Matsumoto 10 heures après notre départ de Tokyo, au lieu de 2h30. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes allés visiter, non loin de notre hôtel, le château de Matsumoto. Et c'est le premier château qu'on visitait, et j'ai trouvé que c'était un très beau château. L'intérieur était restauré, mais ils ont gardé l'authenticité de l'époque. On verra un petit peu plus tard, sûrement dans une seconde ou une troisième vidéo, en fonction du temps que ça met. On a visité plusieurs châteaux. Et vraiment, celui-là, c'est mon deuxième préféré. Honnêtement, il est pas très grand, mais déjà la vue de l'extérieur, j'ai trouvé ça super beau. Des douves, enfin une très grande douve, des petits ponts. Non, vraiment, j'ai trouvé, il faisait pas obligatoirement très très beau, mais c'est un beau château. L'intérieur était intéressant, il y avait une petite exposition sur les fusils, les armes à feu. C'était vraiment très très bien. Et juste en face, il y avait un petit temple. Et le temple, au final, était, je trouve, à la hauteur du château. Pas très grand, mais très authentique. Et c'était vraiment super. L'après-midi, on est allé en direction de Kamikoshi. Kamikoshi, c'est l'équivalent des Alpes françaises. Enfin, ils appellent ça les Alpes japonaises. On a fait une petite randonnée sous la pluie. C'était agréable, mais honnêtement, j'ai trouvé que les paysages étaient des paysages assez communs. Alors quand je dis communs, peut-être pas pour le Japon, mais pour nous, Européens, j'ai pas trouvé ça grandiose. Donc je pense que c'est peut-être un endroit qui plaira plus aux Japonais qu'à nous, Français. On n'y est pas resté, et on a continué notre chemin. Le lendemain, nous nous sommes arrêtés dans un village coup de cœur. Le village de Shirawakago. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, ce village est surtout connu pour ses toits très pentus, typiques et faits de paille. Je crois qu'il les change à peu près tous les 20 ans, la paille. C'est, si je dis une bêtise, je l'écrirai quelque part par là. Et en fait, je crois que le nom du toit veut dire, justement, main jointe. C'est un village très touristique, mais un lieu vraiment hors du temps. Je trouve que les gens qui gèrent là-bas ont créé des infrastructures qui correspondent parfaitement et qui permettent de garder l'authenticité du village. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est parking pour les cars, pour les voitures, etc., c'est d'un côté de la rivière. On s'est arrêté là, on est descendu, on est passé devant un stand, alors ça aussi j'ai beaucoup apprécié, et après je vous parle du village, un stand tenu par des écoliers de la région. Alors évidemment il y avait les professeurs, c'était je pense dans le cadre peut-être d'un devoir d'anglais, et en fait ils ont fait plein de biscuits différents, ils les vendaient. On a pu remarquer au Japon que l'anglais c'était pas leur fort aux Japonais. Moi je parle pas très bien anglais, j'arrive à survivre avec, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent pas du tout très bien anglais. Et je savais que certains Japonais pouvaient avoir peur des touristes. Moi par exemple, je suis un très grand gabarit, on sent que des fois il y en a certains, ils sont pas rassurés. Le fait d'habituer les enfants sur des lieux touristiques à voir des étrangers, à leur parler et de voir qu'il n'y a pas de soucis, je trouve ça assez intéressant, parce qu'au final, le Japon, et cet endroit-là en particulier, c'est un lieu touristique. En ce qui concerne le village, c'est une boucle. Certaines maisons
ce sont des maisons privatives dans lesquelles on n'a pas le droit d'entrer. D'autres sont aménagées en petits magasins. On a même, je crois, un endroit où il y a de la sculpture sur bois, mais apparemment ça fait depuis très longtemps dans la région. On a de l'artisanat local. C'était vraiment un superbe endroit. C'est un endroit qui, en hiver, est bloqué sous la neige. Ça doit être aussi très très beau à voir. Peut-être un peu plus compliqué d'accès. Vraiment, on y est resté quelques heures là-bas et c'était un réel et un vrai plaisir. Il y a un petit chemin qui s'éloigne à peine, et au bout de 10 minutes, on peut arriver sur un endroit surélevé, où on a vraiment la vue sur le village. C'est juste sublime. Si vous avez l'occasion, vraiment allez-y. En fin d'après-midi, nous sommes arrivés à Kanazawa. On avait pris un hôtel un peu correct, et ce qui m'a beaucoup interpellé dans cet hôtel, c'est surtout le parking. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on est arrivé dans une sorte de tour. J'ai garé la voiture sur une sorte d'élévateur. Et en fait, quand on sort, l'élévateur va monter et va placer la voiture ou à gauche ou à droite. Il va les ranger, comme on range ses chaussures. Et il y avait des étages et des étages de voitures. C'était très impressionnant, très déroutant. Faut pas oublier une chose, au Japon, la place est limitée. Donc, ils vont chercher là où il y en a. Et la question, c'est pourquoi est-ce que je voulais absolument aller dans cette ville? C'est parce que là-bas, il y a un des 3 plus beaux parcs du Japon, le Kenroku-en. Le Kenroku-en est un parc où on est arrivé en fin d'après-midi, donc on a eu la chance, moi j'estime que c'est une chance, de voir les jardiniers au travail. Le parc, j'ai adoré. J'aurais aimé y rester plus. On a fait un choix pendant ce voyage, qui est de rester peu de temps dans les endroits, mais de voir plusieurs choses. Donc quand on n'aime pas les lieux, c'est un avantage parce que vous savez qu'on n'y resterait pas énormément, mais quand on adore, comme le Kenroku-en, c'est dommage, on n'y reste pas si longtemps. J'ai adoré ce parc. Il est très beau, il est sublime, on y est resté quasiment jusqu'à la fermeture. J'ai aussi aimé voir le travail des jardiniers. On est arrivé, on a vu un arbre gigantesque, un très très grand arbre. Et à l'intérieur, il y avait 4-5, je veux dire des jardiniers, excusez-moi si vous y connaissez, lagueurs, je ne sais pas comment on les appelle. Ils étaient en train de travailler dans l'arbre avec des sécateurs à main. Sécateurs. Et je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu qu'au sol, il y avait une grande bâche, que tout ce qui était coupé tombait dans la bâche, pour ensuite pouvoir l'enlever, que ça ne salisse pas de déchets végétaux le sol. Et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, cet arbre-là, il doit avoir peut-être des centaines, en tout cas des dizaines, voire des centaines d'années. Et j'ai trouvé ça sublime, le fait de se dire que ces gens qui sont dedans, qui font un travail, sont les maillons d'une chaîne. Avant eux, il y en a eu qui ont fait le même travail, qui leur ont légué ça. Et eux, aujourd'hui, ils continuent ce travail. Et le travail qu'ils font aujourd'hui sera pour les générations futures, qui vont se retrouver aussi dans l'arbre, qui vont faire ça. Et tout ça pour une entité, cet arbre, qui au final nous dépasse en termes de temporalité. Je trouve ça très 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 beau. Il y a des zones où il y a de la mousse ou de l'herbe. Vous allez voir, il n'y a pas de feuilles par terre, parce qu'en fait c'est balayé pour que ce soit comme s'il y en avait... En fait, ce qu'il faut comprendre, j'aurais peut-être dû commencer par là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre de parc, le but est de faire comme si la nature avait poussé de manière naturelle, et qu'elle était là, juste belle, comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est la main de l'homme qui est arrivée à ça. J'ai vu des employés balayer le ruisseau. Balayer le ruisseau. Donc balayer le ruisseau, je l'ai peut-être dit de nombreuses fois, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans l'eau avec le... En fait, ils enlèvent les feuilles ou les déchets des arbres qui sont tombés dans l'eau pour pas que ça attire l'œil, pour que ce soit beau. Et honnêtement, c'est un super parc. Vraiment. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'essaye de vous raconter le voyage dans l'ordre. Il arrivera encore beaucoup de choses. Le restaurant où il y avait de l'huile partout sur les murs, mais qui était vraiment très très bon. On a mangé dans un relais château japonais, c'était au top. J'ai failli me cramer les dans un onsen qui était vraiment, vraiment trop chaud. On a rencontré
une dame qui parlait mieux français que moi, et c'était un peu humiliant. Mon tatouage que j'ai fait à Tokyo, ma rencontre avec Louis-San, et là, quand la vieille mamie est rentrée dans la salle de restaurant, je crois que c'était une des plus grandes hontes de notre vie. On a voulu retourner au mont Fuji, mais franchement, je me serais baladé nu devant elle, je crois qu'elle l'aurait mieux pris que ce que j'ai fait. Franchement, je suis dégoûté, ma femme a pécho plus de japonaises que moi. Il y aura donc un épisode 3, peut-être en fonction d'un épisode 4. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas parlé de manga aujourd'hui, on n'en parlera pas dans les suites de ce retour sur le voyage. Je continuerai à vous parler des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. J'espère que ceux qui ne sont jamais allés au Japon, eh bien, ça leur donnera envie d'y aller et de découvrir peut-être autre chose que juste Tokyo, la capitale, ou juste les magasins de manga ou de Japanimation. Et j'espère que ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui sont déjà partis plusieurs fois, je sais qu'il y en a parmi vous, ça leur relancera un petit quelque chose de « Ah, c'est vrai que c'était bien le Japon ». Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez qu'on communique, n'hésitez pas, c'est en dessous que ça se passe. On a dépassé les 1000 abonnés, je vous en remercie encore. N'hésitez pas, on continue, on s'abonne en force. Si vous n'êtes pas abonné, je le sais que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Merci à vous. Moi en tout cas, j'ai vraiment adoré partager, revivre un petit peu ce rêve avec vous. J'ai adoré le partager sur le moment avec mon épouse. Rêver tout seul, ce n'est que rêver. Rêver à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour la FAQ, à bientôt. C'est bon ou pas ? On est devant un supermarché peut-être ou un truc comme ça. Bambi, une boulangerie. C'est parti, vas-y, je t'écoute. C'est boulanger d'une plantation. Accueillez, merci pour l'usage. Les marchandises qui ont été faites, utilisez les légumes et fruits que les fermes de cette région ont fait et au sujet de lesquels c'est délicieux et il peut se sentir facile et offert. Est-ce que le temps calme n'est pas passé avec le pain délicieux et le café? S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser tomber dans... Ça ne veut rien dire, monsieur. Ce qui est écrit ne veut rien dire. Si, en gros, tu comprends l'idée. Mais... C'est énorme.